Nous recevrons une demande d'accostage du flibustier Charlie Bob. Pour les Ardosiens. Oh super, j'étais jamais monté en décapotable. Ah tiens non. Eh bien, j'imagine que t'es prêt pour l'expérience? On est tes amis. Nous, on est des mecs sympas. Vraiment. Un mot de plus et je te coupe de sangsue. T'as pigé? En route. Alors, écoute, il y a une chose que tu devrais probablement comprendre. Tu m'entends bien? Parce que je veux que tu connaisses le background. Nous sommes sur une mission particulière, avec des risques énormes pour notre existence. Je suis docteur en journalisme. C'est très important de dire c'est une histoire vraie. Vous écoutez les Ardosiens, on espère que tout va bien. Et maintenant, épisode 6, saison 2. Chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode Les Ardosiens. Salut Charles et Bob. Salut Bob. C'est notre invité aujourd'hui. Nous avons l'honneur de t'accueillir. Yes, merci pour l'invite, ça fait grave plaisir. Nous avons avec nous notre cher Lino. Salut tout le monde. Salut Lino. J'espère que tout va bien. Au top. Ça va. Et moi-même, Bob, pour vous servir. C'est comité restreint aujourd'hui, il y a que 3 personnes. Mais bon, c'est pas plus mal. On est bien, c'est cool. C'est chaleureux, c'est ça le principal. Tous ensemble, nous allons aborder l'œuvre Las Vegas Parano, film sorti en 1998, réalisé par Terry Gilliam, avec Johnny Depp dans le rôle d'Hunter Thompson, le célèbre journaliste, et Benicio del Toro dans le rôle d'Oscar Zeta Acosta, dit Dr Gonzo, qui était l'avocat d'Hunter Thompson dans la vie et dans ses aventures. Ce film nous emmène dans un road trip complet de ces deux hommes qui partent faire un reportage, une sorte de rallye dans le désert de Las Vegas, et ils décident, pour agrémenter tout ça, d'emmener avec eux une mallette de dope remplie à ras. De toutes les drogues possibles. Ah oui. Là, je pense qu'on a à peu près tout ce qui se fait, et même certaines qu'ils récupèrent en cours. Il y a même des drogues qui n'existent pas dans le film. Adrénochrome, par exemple. Voilà, ouais. On sait pas d'où est-ce qu'ils sortent ça. Et au final, en fait, vas-y. Pardon. Et en fait, au final, ils vont se laisser porter par le guide drogue, par tout leur délire, par toute leur défonce, qui sera en fait le fil conducteur de toute cette expédition qui au début devait être un reportage classique sur un rallye. Et tout ça va prendre une tournure bien plus fantastique. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à la présentation du film. Moi, si je peux me permettre, j'aimerais toucher un mot à propos de Terry Gilliam, qui est donc le réalisateur du film, parce que c'est un de mes réalisateurs favoris. C'est un réalisateur, absolument génial. Il est américano-anglais. C'est un des membres des Monty Python. Donc l'espèce de troupe comique anglaise absolument géniale des années 70 qui a un peu révolutionné l'humour, cette espèce d'humour absurde anglais qui après a déferlé partout sur le monde. En France, c'est les Inconnus par exemple qui se revendiquent, les géniaux Inconnus, Alain Chabat, Dominique Farrugia et tout le reste qui se revendiquent beaucoup des Monty Python. Ça c'est les nuls mon petit Lino. Pourquoi j'ai dit les Inconnus? Ouais. Oui, je confonds toujours les nuls et les Inconnus, pardon. Même si les Inconnus aussi, ils ont été influencés par... Dupontel aussi, je crois, il est beaucoup influencé, et enfin, il est fan, en fait, hein. J'avais vu une interview, j'adore Dupontel, enfin, voilà. Pareil. Dupontel est génial. Et Dupontel aussi, très très influencé par lui. Et donc, il a commencé sa carrière de réalisateur en réalisant le film Sacré Graal des Monty Python. Le Sacré Graal, c'est le fameux film avec la Sainte Grenade, le lapin tueur, le chevalier noir qui se fait couper la jambe, les bras. Enfin, très très bon film si vous l'avez jamais vu. C'est complètement fou. Après, ensuite, il a enchaîné avec le fantastique et génial Brasil. Je sais pas si incroyable. Ah oui, bien sûr. Incroyable.
Pour moi, Brésil, c'est un peu je crois que c'est sorti en 85, il a un peu anticipé la France, cette espèce de, comment dire, de tyrannie administrative absurde, complètement dingue. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Moi, je l'avais vu ce film, je crois que c'est mon père qui me l'avait montré, je crois que j'avais 6, 7 ans, je pense. Et en fait, j'avais rien compris, mais vraiment rien compris, mais en fait, il m'avait hyper plu. Et 10 ans plus tard, j'étais retombé dessus. Et j'avais juste halluciné en fait parce que avec mes yeux d'enfant, en fait, il y a toute une autre histoire, il y a les décors et tout. Enfin, ouais, le mec est assez incroyable, ce Terry Gilliam. Ça peut toucher vraiment n'importe quel public, c'est dingue. Après, c'est vrai excuse-moi, mais c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique Brésil, c'est vrai qu'un enfant peut le regarder. Ouais, moi ça m'avait marqué quoi, ce film, rien que pour ça quoi. Alors que j'ai rien pigé à l'histoire, quoi. Je m'étonne, ouais, à 5 ans, ouais. Il a une esthétique propre, hein, Terry Gilliam. Il a une esthétique très, très marquée. Moi, je le vois un peu comme Tim Burton. Vous voyez, en général, les ados, ils adorent Tim Burton, le côté dark et tout. Mais il y a un côté un peu Tim Burtonien, un peu dark, un peu expressionniste, un peu surréaliste, un peu glauque dans tous ses films aussi. Mais je trouve que c'est bien plus réussi que Tim Burton. Alors, je me permets, j'enchaîne. Alors, en 95, à Brésil, c'est 85. 10 ans après, il sort un chef-d'œuvre absolu, c'est L'Armée des 12 singes, qui est pour moi le meilleur film de voyage dans le temps. Ouais. Avec Looper, un autre film génial aussi, chers auditeurs. Si vous avez l'occasion de voir ces deux films, ils sont excellents. Dans les deux films, il y a Bruce Willis. Coïncidence, je ne sais pas, mais les deux sont excellents. Après 98, il enchaîne avec Las Vegas Parano. Après, il a fait d'autres films un peu moins, un peu moins brillants, mais intéressants. Les Frères Grimm, Thaïlande, l'Imaginarium du Docteur Parnabus et le film où Heath Ledger est mort durant le tournage. Et donc, ils ont dû remplacer avec plusieurs acteurs. Enfin, ils ont tout un schmilblick. Après la sortie Zéro Théorème et L'homme qui tua Don Quichotte. C'est des films un peu moins brillants, mais ouais, quand même intéressants. Donc c'est vraiment un réalisateur de génie. Donc chers auditeurs, si vous connaissez pas Terry Gilliam, foncez. C'est un des grands réalisateurs du cinéma à voir, absolument. Et toi, Charlie Bob, hormis Las Vegas Parano, est-ce que tu as un film de Terry Gilliam qui t'a beaucoup scotché, en plus de Brésil, etc., quelque chose de peut-être plus récent Non, ouais, moi tout à l'heure, Lino, tu parlais des Monty Python, et vraiment, moi, je suis un grand fan des Monty Python. J'adore l'humour anglais, enfin déjà de base en général, Mr Bean, enfin tous ces trucs, tout très décalés. Mais c'est vrai que si je dois marquer une œuvre, enfin voilà, c'est Monty Python, je kiffe à mort quoi. Vraiment, c'est dingue. Charlet, nous allons te présenter à nos auditeurs. Yes. Charlie Bob, il y a de ça 15 ans, tu cofondes avec Manu le groupe Jah Legacy, le groupe de musique Jah Legacy, dans lequel tu as été guitariste. Yes, c'est ça. Donc tout ça se passe à Saint-Raphaël, au soleil de la Côte d'Azur. Yes. Et donc, si je ne m'abuse pas, c'est du reggae. C'est complètement du reggae, ouais. Et donc aujourd'hui, tu as pris une autre voie depuis à peu près 2 ans, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Où maintenant tu es très très présent de manière régulière sur YouTube, où tu continues bien sûr dans la musique. Alors il y a plusieurs formats qui sont proposés sur ta chaîne, qui sont très divertissants, où par exemple tu demandes à ceux qui te suivent ou à ceux que tu connais d'enregistrer des petits bruits dans une certaine thématique par exemple, et puis toi, avec tous ces bruits de la vie courante, tu vas recomposer une musique. Ou récemment par exemple, tu as créé un son avec les notes de saxo de Pasquet, l'astronaute. Yes. Et où tu as complètement créé une musique spatiale comme ça, un mix détonnant. Et puis en même temps, tu proposes d'aller à la rencontre de divers artisans de ta région, de ton coin. Où où il y a sur ta chaîne, il y a de la rencontre, il y a de la musique. C'est très frais, c'est très dynamique. Et donc c'est pour ça que aussi nous avons voulu t'avoir avec nous pour ton côté créatif et très très frais. Tu ramènes beaucoup de joie et de bonne humeur. Donc est-ce que tu as des choses à rajouter, parler un peu de ton actu? Tu peux des choses à rajouter? Oui, t'as plus ou moins tout dit. Une chaîne YouTube, j'en avais
plus ou moins toujours eu une, un peu comme tout le monde, enfin comme tous les musiciens, on a notre chaîne YouTube. Mais c'est vrai que depuis le gros confinement de mars là qu'il y avait eu, on s'ennuyait un peu et c'est là qu'en fait tout a débuté. J'avais quitté déjà Legacy, je voulais faire d'autres choses. Et en fait cette occasion s'est présentée, je m'ennuyais, j'étais devant mon ordi et en fait avec les copains on a commencé à faire de la musique avec des objets, à faire participer les gens sur internet, etc. Et en fait on s'est carrément pris au jeu et on n'a pas lâché et depuis on continue, on invente, on fait de nouveaux concepts, on essaye de faire en fait tout ce qui nous plaît, d'aller le plus loin possible pour kiffer grave en fait, et puis faire kiffer les abonnés sur la chaîne, les faire participer. Enfin c'est vraiment une grande aventure. Donc c'est cool. Quand je dis on, c'est parce qu'il y a mon pote Benny qui est avec moi, qui en général filme, il m'aide à faire les montages, etc. Donc lui il est derrière, on le voit pas souvent, mais on est deux à faire ça et on s'amuse vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'en profite. Vos vidéos, elles sont très pro. Hein. C'est vraiment bien filmé, c'est très propre. On sent que vous avez bien compris les codes de YouTube pour rendre tout ça, très visuel et très agréable à voir. Moi, par beaucoup d'aspects, ça me fait penser un peu à PV Nova. Je sais pas si tu connais cette chaîne. Ouais, je connais, j'adore. Ouais. Il y a un petit peu de PV Nova, mais pas que. Il y a aussi pas mal des anecdotes. Enfin, c'est plus libre que le format PV Nova. C'est très agréable. Et décidément, ce premier confinement, ça aura lancé beaucoup de monde sur YouTube. Parce que moi aussi, je me suis mis sur YouTube pendant le premier confinement. Je pense que. D'accord. Oui, excellent. Et oui, c'est vrai que c'était notre seule fenêtre un petit peu ouverte au monde. Et sans parler de la télé, mais je veux dire, c'est vrai qu'Internet, c'est dans ces moments-là en fait que tu te rends compte qu'Internet c'est utile que pour communiquer, appeler les proches, faire des vidéos, kiffer, etc. C'est vrai que c'est cool. D'autres lisent des livres, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé mon bonheur sur Internet à ce moment-là. Alors que je suis pas du tout un geek en vrai. Je m'y suis mis comme ça, à faire des montages et tout. J'ai appris et ouais effectivement Lino, c'était une bonne opportunité pour pouvoir construire quelque chose autour de ça. Ouais. Faire du positif avec le négatif. Ouais, exactement, c'est ça, on convertit. Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, à découvrir la chaîne de Charles et Bob. Ça va vous donner une autre perspective un peu de ce qui se fait, de ce qui se propose sur YouTube. Et aussi, est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de l'actu de Jah Legacy malgré que tu n'en fasses pas partie, parce que personnellement, j'ai redécouvert le reggae en vous rencontrant. Yes. Donc peut-être, je pense que t'es toujours en bon terme avec le groupe, hein. Donc ouais, on se voit beaucoup moins du coup parce qu'on travaille pas ensemble et comme on est très occupés tous, on se voit beaucoup moins. Mais oui, on est toujours en bon terme. Ils sont en train d'enregistrer un nouvel album, donc tout va bien. Moi, je suis hyper content pour eux. Ça le fait, tout roule. On est tous très heureux. Donc j'ai hâte d'écouter leur nouvel album. Ça me fait bizarre de dire leur d'ailleurs parce que mais ouais, c'est cool. Allez checker Jah Legacy, il y a du bon son qui arrive, c'est cool. Et toi sur ta chaîne, quelles sont les futures perspectives? Est-ce que tu continues comme ça dans les mix sons, dans les créations? Est-ce qu'il va y avoir peut-être de nouvelles rencontres? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses? Est-ce que tu peux nous donner un petit scoop? Ouais. Un petit scoop, ouais. Alors ça fait 1 an, ça s'est passé plus ou moins au même temps que ma chaîne YouTube, la création de ma chaîne YouTube. Un ami, ça faisait 10-12 ans que j'avais pas vu, est revenu, un ami artiste. Et il m'a demandé de lui produire son album. Et donc ça y est, là on vient de terminer. Il y a 1 semaine. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Ça nous a pris presque une petite année du coup. Et donc ça y est, on a l'album qui va sortir. Donc l'artiste s'appelle Shinze et on a hâte de le faire découvrir. Il y aura peut-être du live par la suite, voilà. Et puis voilà, je m'amuse à produire un petit peu à droite à gauche des artistes qui viennent au studio pour C'est quoi faire comme leur type maquette. de musique, Shinze? C'est de la pop variété française, on va dire un petit peu à la. Si je peux donner une référence, c'est plus un petit peu à la Ben Mazué dans un peu slam pop. Voilà, un peu dans ce genre-là. D'accord, très bien. Donc chanson française à texte assez joyeuse, ça va être sympa. Donc ça devrait normalement, si tout va bien, sortir au mois d'août, me semble. Un petit single de l'été. Voilà. Alors messieurs, nous allons commencer par notre rituel question. Comment avez-vous connu le film? Et je te donne la parole, Lino. Ah waouh, je commence. Ok, très bien.
Alors donc oui, retour au film. Là, donc Las Vegas Parano. Donc comment j'ai connu Las Vegas Parano? Alors j'étais assez jeune, je devais avoir 14-15 ans et voilà, je suis le produit de mon époque. C'est le moment où tu commences à découvrir les joies de la fête et de l'alcool et ce genre de choses. Et j'avais un très très bon pote à l'époque, Romain. D'ailleurs Romain, si tu nous écoutes, salut. Qui m'avait dit j'ai entendu parler d'un film, c'est un film absolument formidable. À ce qui paraît, faut absolument le voir quand on est défoncé. Tu m'étonnes. Et du coup, je l'avais vu pour la première fois. Je me souviens, j'avais bu pas mal de whisky, j'avais gerbé, j'avais bouché son évier. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était absolument n'importe quoi. Et je dois dire que ce film, il m'avait marqué puisque bon, forcément, j'ai rien compris dans cet état-là, mais le film, il a cette espèce de force visuelle qui transcende tout. Grâce à Terry Gilliam, il y a plein de séries de cultes et surtout aussi toutes les espèces de moments en voix off qui sont des extraits du roman original, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est un roman à la base de Hunter Thompson et c'est un roman semi-autobiographique. Et il y a beaucoup de passages de la voix off du film qui sont des extraits littéraux du roman et qui sont des phrases choc bien percutantes et des phrases un peu hallucinées, juste avoir des chauves-souris géantes et tout. Enfin voilà, tout. Ce film m'avait laissé un sacré souvenir. Et puis je l'ai revu plusieurs fois dans ma vie. Je l'ai revu dans un état second. Je l'ai revu aussi dans un état normal, donc avec mes pleines capacités, et je me suis rendu compte que c'était un film qui était vraiment un film qualitatif, qui n'était pas juste un film à regarder défoncer. C'est un film qui a un vrai propos, qui a un vrai sujet. C'est un vrai bon film. Et à l'époque, je connaissais pas Terry Gilliam encore. Et je me suis rendu compte que c'était un film de Terry Gilliam. Et là, j'ai compris, pourquoi ce film était aussi bon. Puisque c'est un film qui est réalisé par un des maîtres du cinéma, tout simplement. Donc voilà un peu comment j'ai découvert ce film. À toi, Charlet. Yes, plus ou moins dans les mêmes conditions que Lino, dans le même contexte, quoi. J'étais jeune, je devais être au collège, sûrement, ou au lycée. Et voilà, on commence à faire l'apéro, etc. À tirer une latte sur un pétard, voir ce que ça fait, faire nos premières expériences. Et tout le monde parlait de ce film. T'as pas vu Las Vegas Parano, etc. Et moi, j'ai mis du temps. Je me souviens. Je pense que j'ai été un des derniers à le voir. Je sais pas pourquoi, mais je suis toujours à la traîne, moi, au niveau des actualités, des films, etc. Tu voulais voir ce que ça fait sur les autres. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, bien sûr, je l'ai regardé, j'ai été stupéfait. C'est un film très original, quoi. Il m'avait même mis un petit peu, du Terry Gilliam, quoi. Genre un peu, il y a un côté malaisant à un moment. Tu te sens un petit peu oppressé, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans le film. Il y a vraiment une sensation. On a une sensation d'enfermement, je sais pas. Il y a un truc. Ah oui, je suis d'accord avec toi, complètement. Il nous fait vivre ce que la cam nous fait vivre. Voilà, c'est ça. Et on est vraiment dans le truc. Seul avec, quoi. Et voilà, donc pareil que Brasil, que Monty Python, c'est toujours des films. Terry Gilliam, voilà, ça nous marque, c'est tamponné dans l'esprit. Et ensuite, quand tu le regardes plus tard avec tes yeux de trentenaire, tu vois, tu vois d'autres. Tu captes d'autres phases, d'autres trucs qui se passent parce qu'on a plus d'expérience, on a essayé des choses, etc. Donc on a une autre vision du scénario, on le regarde avec des yeux un peu plus sérieux peut-être. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un film qu'on peut regarder tous les 5 ans, ça fait plaisir, on le regardera toujours avec autant de plaisir en fait. Il y a toujours des nouvelles choses qui viendront à la Terry Gilliam, quoi. Alors pour ma part, je l'ai découvert comme ça dans la période de l'adolescence, c'était vers je pense 2003-2004. Et alors c'était avec les potes quand on regardait tous les films qui parlaient de cam, etc. Alors t'en avais comme Requiem for a Dream qui était fou, qui t'emmenait vraiment vers le pire du pire. Trainspotting aussi. Ouais, voilà. Ouais, je pense qu'on les a tous vus en même temps, ces films de la drogue. C'est quand t'es jeune, t'es ado, tu découvres tout ça en même temps. C'est ça. Et il y a le film Human Traffic et Las Vegas Parano quand même, qui font
un écho plutôt plus positif, on va dire, de la drogue, quelque chose voilà qui fait partie de la vie, qui fait partie d'une période de la vie qui nous accompagne plus ou moins longtemps, etc. Bon, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour ceux qui ont goûté. Et puis en fait on peut relativiser, on peut ne pas seulement rester justement avec ce genre de film sur le côté addict et ça retrouve le côté festif en fait, que ça soit l'alcool ou la plus pure des cocaïnes, c'est quelque chose qui est fait pour accompagner la fête, accompagner un moment de vie et non pas devenir une sorte de dépendance. Après tout un chacun gère comme il peut. Donc voilà, c'était un film qu'on a vu au moins 42 fois avec les potes à l'époque, dans des états plus ou moins sains. Et ce qui était formidable, je trouve, c'est que c'est un film en 2 parties. Donc on le finissait pas vraiment à chaque fois. Puis quand on le lançait pas au même endroit. Un peu comme si on lançait une VHS, mais bon, c'était sur un ordi, mais à la fin on allumait le truc, bam, ça se lançait comme ça faisait comme de la musique en fond de soirée, en fond de. Ouais, voilà. c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est que une musique de fond, un film de fond, ouais, souvent, effectivement. C'est comme si t'avais les 2 pires de la cam qui étaient avec toi, quoi. T'as 2 convives en plus. Ouais, tu les invites à la soirée, quoi. c'est ça, exactement. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous faire part aussi de votre première expérience avec Las Vegas Parano. Maintenant, je pense qu'il y a moyen d'avoir des commentaires assez fun. Ah oui. Des retours d'expérience assez dingues. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un film aussi qui peut te donner envie, quoi. Qui peut te donner envie de, sans parler de la drogue, mais d'aller vers l'aventure. En tout cas, moi, ça m'avait produit cet effet vraiment sympa d'aller vers l'aventure et puis ce côté où je fais avant de réfléchir. On en reviendra plus tard. Passons tout de suite à l'axe 1, le surhomme à travers la drogue. On peut même dire les surhommes de la drogue, puisque oui. Vas-y, excuse-moi. Comme ceux qui ont vu le film, et on peut remarquer qu'à travers la drogue, ils ne vont pas vers la déchéance, ils vont plutôt vers l'excellence. En tout cas, pour ma part, je le vois comme ça, parce qu'ils se transforment en quelque chose d'imprévisible qu'eux-mêmes ne peuvent plus diriger à certains moments. Et c'est là justement où la drogue, sans en faire l'apologie bien sûr, mais peut à certains moments être un booster plus qu'être un frein. Qu'en pensez-vous et comment l'avez-vous vécu ou ressenti dans le film ? Je dirais tout d'abord je dirais que je pense que ce film c'est pas en soi une apologie de la drogue, de la prise de drogue, c'est quelque chose de plus subtil que cela. Mais en tout cas, moi pourquoi je pense qu'il faut dire les surhommes de la drogue, c'est que effectivement cette prise de drogue par ces 2 énergumènes va les transformer, va les amener dans un autre stade, et notamment pour le héros principal, Raoul qui est Hunter Thompson, qui lui va lui permettre de libérer en quelque sorte sa créativité et de faire cette espèce de journalisme qu'il a inventé. Dans le monde réel, il a inventé un style de journalisme qui s'appelle le journalisme gonzo, qui est un truc ultra subjectif et avec un parti pris énorme, mais il donne toujours, c'est contrairement aux médias actuels qui eux sont dans le parti pris mais sans jamais le dire, lui il te signifie très clairement que c'est ultra parti pris, ses réactions, il te donne les éléments, le contexte pour comprendre. Et donc là, sous la drogue, ça lui permet d'aller beaucoup plus loin, parce qu'à l'origine, dans le film, il part pour faire un reportage sur une course de moto, et puis il se rend compte que c'est de la merde, que tout le monde s'ennuie. Alors du coup, sous l'effet de la drogue, il va se mettre à écrire un article qui est de coup plus ou moins une sorte de critique de la société américaine, une recherche du rêve hippie perdu. Il va en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant en soi qu'une simple course de bagnole. Donc ça, effectivement, la drogue pour eux, dans ce contexte-là, va leur permettre de se libérer et d'atteindre un nouveau stade.
Et je pense aussi que dans les surhommes de la drogue, il faut intégrer les acteurs, puisque Benicio del Toro et Johnny Depp font une performance d'acteur absolument formidable. Tu sens que ce contexte, cette histoire autour de la drogue leur a permis de livrer une des meilleures performances d'acteurs qu'ils ont eues. Et aussi Terry Gilliam qui en a profité pour faire tout un film vraiment assez osé au niveau de la mise en scène, avec plein d'effets de mise en scène complètement incroyables, assez recherchés. Il s'est complètement lâché. Et voilà, c'est cette chose positive qu'il y a parfois dans la drogue, qui est cette espèce de relâchement, mais aussi cette espèce d'élan créatif est bien synthétisé dans ce film-là au travers des personnages, des acteurs et du réalisateur. Voilà, donc je suis désolé, hein, j'ai fait un long tunnel, mais... Charlet, comment est-ce que toi t'as ressenti Comment j'ai ressenti le truc Bah écoute, comme tu dis, on voit du coup l'aspect drogue plus ou moins festif et utile entre guillemets, tu vois. Enfin utile, ouais, entre gros guillemets, parce que c'est comme, je sais pas, comme le film par exemple de, je sais pas si vous avez vu le film Les Doors, où tu vois les mecs, le groupe de The Doors. Non, j'ai pas vu celui-là, non. Ok, donc bah les mecs commencent à se rencontrer, ils font de la musique et commencent à se droguer. C'est à ce moment-là en fait qu'ils trouvent une inspiration incroyable. Ils se mettent dans des états. Bah regardez ce film, il est assez incroyable. Et donc tu vois là à ce moment-là qu'effectivement que sans la drogue il y aurait pas eu les Doors, tu vois. Mais quand même, il y a toujours ce côté où Enfin moi quand je regarde ces films Las Vegas Parano, les Doors, où on voit ce côté de la drogue entre guillemets utile, on n'a quand même pas envie d'être à leur place quoi. Enfin moi c'est comme ça que je le ressentais même à l'époque quand je regardais, je disais putain c'est cool mais faut pas que ça dure longtemps quoi. Et donc il montre bien le bad trip hein, quand même ce film. Voilà ouais c'est ça. Donc je pense qu'il y a quand même malgré tout l'aspect festif dans ce film Las Vegas Parano, on rigole, il y a vraiment plein de phases hyper drôles. On sent derrière tout ça, derrière les couches, qu'il y a un message ou peut-être pas un message, mais il voulait nous faire passer un sentiment voilà, comme je te dis, il faut pas que ça dure trop longtemps quoi. C'est vraiment c'est une étape dans la vie, mais on sent que ça tu peux pas, enfin on sent que les mecs ils sont à bout quoi, tu vois, c'est ouais, tu dis putain, ils doivent être sacrément fatigués quand même. Voilà, c'est ça doit user un petit peu quand même. Et justement, c'est bien balancé même dans la structure même du film, parce que le film, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est comme un trip de drogue. Au départ, c'est assez rapide, il y a plein de trucs assez cultes, ça va assez vite, ça va dans plein de scènes différentes, on passe un peu par tous les états. Et après, la seconde moitié du film, ça devient de plus en plus lent, de plus en plus sombre. C'est, voilà, comme un bad trip. Ça monte, voilà, les deux effets de la drogue, dans... Oui, bah, de toute manière, même du film. De toute manière, quand on se met sous des états de dope forte, bah, on a le corps à la fin qui est complètement lourd, etc. Même sans parler de dope avec de l'alcool. Voilà, ouais. On a, on oublie tout, on y va jusqu'au bout et puis on est éclaté. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour n'importe quel artiste, en fait, lorsqu'il donne de la création, il laisse une part de lui-même, que ça soit avec des substances ou pas. Mais je pense quand même qu'il y a toujours une partie de l'ivresse, de sortir de ses gonds, de sortir de ses inhibitions, pour justement complètement donner ce que l'on est, parler avec ses tripes. Et je pense que c'est important. Et tout au long de l'histoire de l'art, de la culture, etc., tous les poètes, artistes, etc., passaient par des phases d'ivresse pour donner le nectar de leur génie. Pas tous, certains, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais pas tous quand même. Hein, mais je pense pas qu'ils en parlaient tous, mais il est possible c'est sûr, les Baudelaire, les mecs comme ça c'est sûr et certain. Voilà, mais je pense que Beethoven devait se mettre. Léonard de Vinci, je pense pas qu'il se biturait la gueule avant de peindre la Joconde, tu vois, par exemple. Non, mais sans parler de se retrouver dans des états vraiment durs et lamentables, mais qui dit qu'il n'aimait pas, par exemple, accompagner ses créations d'un petit verre de vin ou je ne sais quoi, tu vois, enfin, de manière douce. L'ivresse peut être quelque chose aussi de très léger. L'ivresse, l'état second, qu'il soit léger ou très fort, ça dépend du bonhomme, hein, bien sûr, donne de la beauté, va moduler
la création même. Elle ne va pas juste faciliter l'accouchement, la sortie et la faisabilité, mais va modeler, va donner une structure, va donner un plus ou un moins à ce qui sort. Bah, on a un artiste avec nous justement, alors qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, en fait, avec le avec le temps, en fait, on se rend compte que chaque état est super intéressant, tu vois. Quand tu crées quelque chose hyper frais, tu te lèves le matin à 7h du mat, tu bois un café et puis tu commences à faire ta musique, tu vas. En fait, il y a plein de phases et c'est vrai qu'il y a en fait, tout est bon à prendre et c'est vrai que bon, bah, quand tu te retrouves à boire un petit coup ou je sais pas, fumer un petit pétard, etc. et que tu te retrouves devant ta guitare, tu vas avoir encore t'as une autre dimension en fait. Tu vois la musique autrement. Tu te sers de tes compétences, mais avec plus de lâcher prise en fait. T'es un peu plus comment on appelle ça, désinhibé. Donc en fait, tu oses plus à faire tu oses faire des choses que t'aurais peut-être pas osé faire si t'étais un petit peu plus frais. Ouais, ça c'est super intéressant, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu remarques dans justement la différence dans ce que tu proposes entre les moments de sobriété et des moments d'ivresse comme ça? C'est comme la vie en général. Je veux dire, quand on veut aller draguer ou je sais pas, ben on préfère boire un petit coup avant. Ça nous met dans un état où on a l'impression de se sentir soi-même. Bon, c'est sûr qu'après, si on boit trop de verre, on devient con. Donc il y a une limite. Et c'est pareil dans la création. Faut pas être défoncé, c'est pas possible. Même quand je faisais des tournées, les gens me disaient allez, ça doit y aller, les pétards, les machins et tout. Et je dis non, au contraire. Il y a vraiment en fait comme il faut s'en servir utilement. Je veux dire, je vais pas, comme tu disais, on peut pas se mettre une biture avant de faire la Joconde avant. Par contre, peut-être que pour avoir cette inspiration et le concevoir, il est peut-être passé par des étapes. Mais après, pour le créer, le faire, il faut avoir quand même toutes ses capacités. C'est important. Je veux dire, même Gainsbourg, je pense, il se déchirait la gueule, mais il y a des moments où je pense il était assez lucide pour pouvoir créer. Sinon, c'est pas possible. C'est comme dans la vie. On peut pas, quand on est déchiré, on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Donc, par contre, effectivement, on est plus dans l'intérieur et du coup, c'est vrai que c'est bien des fois de sortir de cet état de rentrer plutôt dans cet état un petit peu déconnecté pour pouvoir écrire des choses ou je sais pas. Enfin, on est dans un autre état, donc c'est vrai que c'est intéressant quand même. Et d'ailleurs, je crois qu'en Angleterre, il y a quelques années, ils ont fait des expériences comme ça. Ils ont pris plusieurs types de personnes, des avocats, des artistes. Ils leur ont donné plein de drogues différentes avec des docteurs, etc. Et ils regardaient ce qui se passait, comment un artiste crée sans et avec la drogue, comment un avocat va machin. Enfin, des super expériences ils ont fait en Angleterre. Et on voit très bien qu'il se passe quelque chose et que effectivement, comme je disais, les Doors n'auraient pas existé sans l'LSD. Voilà, ils nous ont laissé un héritage. Donc ils ont vers la fin, ça s'est moins bien passé, mais voilà, c'est quand même on va appeler ça la 4e dimension, je pense, tu vois, c'est un truc mais faut pas en abuser, ça c'est certain, c'est comme tout parce que sinon t'es juste une merde et tu sers plus à rien. Faut vraiment réussir à le doser quoi. Ouais, moi je pense que ça peut être pas mal pour chercher l'inspiration, mais au moment même où tu construis, faut vraiment pas en abuser. Non. Ça enfin moi pour ma part c'est vrai que je pourrais pas boire un verre de whisky et en même temps être très concentré sur l'harmonie d'un morceau, etc. Par contre oui, avant toute la phase de création, là oui on peut un petit peu partir à droite à gauche, aller chercher des éléments essayer de choper le maximum. Mais quand on construit, c'est vrai que non, c'est compliqué, il faut avoir toute sa tête quand même, je pense. Mais en l'occurrence, là, notre duo, Raoul Duc et Dr Gonzo, ils vont les 2 pieds dans le plat et sont décidés à ne pas construire grand chose à part ce qu'ils nous livrent. Ouais, ils essayent de... C'est vrai qu'il y a une espèce d'ambiguïté dans le film, c'est que ils sont défoncés mais à mort et lui, il arrive à écrire un article quand même, tu vois. Un article bien écrit avec un haut niveau littéraire.
Et tu te dis qu'au final, c'est pas possible. Tu vois l'état dans lequel ils sont, ils arrivent pas à marcher, ils voient des chauves-souris, des reptiliens partout. Ils arrivent même pas à parler. Comment il peut écrire un article de... Alors, et ouais, bah c'est justement, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que du coup, à force de travail, moi, ça fait 20 ans que je fais de musique, de la guitare, etc. Et c'est vrai qu'en fait, après, t'as des automatismes. Donc, c'est vrai qu'effectivement, après, tu peux commencer à faire des choses un petit peu sous un état, en ayant bu un coup, parce que, en fait, t'as tes automatismes. Donc, c'est vrai que les mecs, si c'est des gros bosseurs et que c'est des mecs qui ont appris, etc., ils ont ça dans le sang, donc dans n'importe quel état, fatigué, ou même s'ils ont une nouvelle hyper grave juste avant de monter sur scène, ou je sais pas, ils seront toujours capables d'assurer leur show ou leur œuvre. Et ça, c'est grâce au travail, justement. Et je pense qu'on peut arriver à cet état de comment dire, grossièrement se défoncer pour créer une œuvre, vraiment en ayant en amont beaucoup de travail. Sinon, c'est vraiment pas possible, en fait. Ouais, ok, d'accord, je vois. Bah, c'est vrai que là, tu mets le doigt, Charlet, sur un point super important, parce que Raoul Duke, donc en fait, qui est l'avatar de Hunter Thompson, Hunter Thompson était un bourreau de travail. Et on y reviendra dans le second axe. Il a carrément créé un nouveau style de journalisme, etc. Et c'est vrai que là, comment il nous le présente dans ce film-là, ce road trip, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il s'est donné comme un challenge peut-être d'aller au-delà de soi-même, avec comme compagnon cette mallette de dope ultra carabinée, et puis voir jusqu'où est-ce qu'il pouvait porter son travail et sa manière de faire. C'est vrai que là-dessus c'est très intéressant de voir la chose comme ça. C'est ça, c'est comme on peut prendre l'exemple des sportifs, tu sais, de haut niveau qui vont chercher toujours plus loin. J'avais vu un reportage, les mecs qui montent faire des courses, mais pour un petit peu lever le niveau, ils font ça en super altitude, ils ont moins d'air, de trucs, donc ils se font vraiment plein de contraintes comme ça pour lever le niveau et puis voir aller au-delà de leurs limites. Donc ça doit être un petit peu ça, ouais, c'est clair. Et moi aussi, il y a un truc dont je voulais parler, c'est la manière dont la relation qu'ils ont avec la drogue. Il y a un peu, et ça représente deux manières de vivre. Dans la vie en général, il y a deux manières de vivre. La première, c'est un peu l'esprit sain dans un corps sain, tu vois, prendre soin de son corps, de son esprit, pas trop toucher aux drogues, faire attention, essayer d'être le plus sain possible. Et il y a la méthode, je dirais, Gérard Depardieu, tu vois. On y va, quoi, Viagra. Se cramer la vie par les deux bouts, de bouffe, d'alcool, de drogue, d'excès, de femmes, d'aventures. Et je trouve que la vie d'Hunter Thompson, c'est un peu quelque part un appel à suivre la méthode Gérard Depardieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en vérité, je suis plutôt adepte de la méthode un esprit sain dans un corps sain, mais je comprends cette méthode, tu vois, vivre sa vie le plus intensément possible. C'est aussi quelque chose qui est valable quelque part. Après, est-ce qu'on peut avoir aussi une maîtrise dans l'excès? Est-ce que on peut vivre sa vie pleinement tout en faisant quand même attention à pas se cramer la gueule à 30 ans, quoi? C'est une sorte de réflexion que j'avais là, que ce film m'a donné. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une philosophie de vie, c'est clair. C'est clair. Franchement, il y a pas de. Ouais, je sais pas. C'est vrai, c'est une bonne question, quoi. Mais c'est vrai, il y a rien qui est mieux ou pas bien. Je pense qu'il y en a leur shoot, ça va être le yoga, le sport. D'autres, du coup, ça va être les femmes. Donc c'est vrai, chacun trouve son kiff. Il y en a des plus dangereux que d'autres. Et en général, ils le savent, on sait ce qu'on fait. Donc, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Mais c'est vrai que voilà, notre corps, c'est notre véhicule. On sait très bien que si demain on se défonce à longueur de journée, on va pas tenir longtemps. On en est tous conscients. Donc les mecs qui le font, je pense qu'ils en ont conscience aussi. Et le malheur, c'est qu'il y en a qui sont qui deviennent accros, en fait, qui le voient plus comme la fête et qui de coup sont accrochés. J'en ai connu des gens comme ça qui étaient très accros à la drogue et c'est malheureux à voir parce qu'au début c'est très cool, c'est très bien, un peu comme dans le film Las Vegas Parano. Mais il faudrait faire la suite, peut-être que on les verrait justement. Peut-être que la suite c'est Transputing, quoi, tu vois. Mais justement, je pense que pour faire la méthode Gérard Depardieu, faut être quelqu'un de très très fort mentalement, tu vois, pour ne pas
pour ne pas sombrer justement. C'est un truc, Ouais. c'est justement, faut être quasiment un surhomme pour faire Et malgré des choses comme ça. Ouais, et malgré tout, je pense que même Gérard Depardieu, je pense que malgré tous ses excès, il doit avoir quand même une vie sainte, je pense. C'est comme Iggy Pop, on le voit comme un gros shooté. Le mec, en fait, j'ai appris, il fait du sport, du yoga, il est clean. Les Rolling Stones, c'est pareil, on les voit comme des gros défoncés, mais en fait, ils se sont défoncés. C'est ce que je te disais tout à l'heure, ils se sont défoncés au début de leur carrière. À la fin, ils ont tout arrêté et c'est pour ça qu'ils sont toujours là aujourd'hui. Hein. Ouais. Bah Iggy Pop, tu le vois, il est quand même assez musclé et tout. Gérard Depardieu, ça se voit quand même sur sa gueule et son corps, tu vois, il devient de plus en plus gros, le mec. Il fait, et même ses propos deviennent de plus en plus incohérents, là. Tu sens que, oui, il est cramé, là, maintenant. C'est non, la peine, maintenant. C'est clair. C'est vrai que, il est dans un sale état, mais quand même, malgré tout, c'est possible qu'il ait une vie, même s'il abuse, parce que, je sais pas, à un moment, tu peux pas tenir, tu vois. Quand tu le vois, je veux dire, il fait pas non plus cadavre, tu vois, il fait mec qui vit bien. Mais je veux dire, à voir. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu de photo de Depardieu, faudrait que je me mette à jour. Moi, j'avais vu une interview de lui il y a pas longtemps, il disait des propos, mais c'était à la limite de l'incohérence en permanence. C'était un peu bizarre, quoi. Ça faisait de la peine, parce que moi j'aime beaucoup Gérard Depardieu. Ah non, c'est une vie saine, pardon, je cherchais le mot, mais je suis fou. Ok. Oui, t'avais balancé ça, c'est pas grave. Iggy Pop le saint. Saint Iggy. Et ouais, mais je pense que là-dedans aussi, ces mecs-là, ils ont les moyens de se faire soigner. Et Depardieu, effectivement, ouais. Et Depardieu, son équilibre doit se trouver entre les jours où il mange des entrecôtes avec gras et des jours où il mange des entrecôtes sans gras. Non, mais à mon avis, il doit se péter l'estomac et après il se fait une injection de sang neuf, tu vois. Voilà, oui, c'est ça, ouais. Mais pour en revenir à cet état de la recherche de l'excellence de soi-même, du surhomme personnel, je pense que le principal, si tu décides d'avoir un esprit sain dans un corps sain ou un esprit démonté dans un corps cassé, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de ne pas faire d'entre deux, en fait. C'est quand quelqu'un se lance dans une recherche comme celle-là, il ne peut plus penser à l'équilibre. Et c'est là où je rajouterai à ta réflexion, est-ce que en fait celui qui arrivera mieux, c'est pas celui peut-être qui cherche l'équilibre, ce qui est en fin de compte le plus dur à atteindre, que ça soit pas l'entre-deux, mais un équilibre. Et quand tu choisis d'être un surhomme, tu n'es plus dans l'équilibre. Déjà d'une. Alors tu vas forcément, tu vas te cramer d'une manière ou d'une autre. Même si t'as l'impression que le gars c'est un sportif, etc. Bah il s'éclate quand même le corps. Hein. Tu vois que les sportifs ils sont fumés à 40 piges quoi. Donc il y a toujours un excès en fait dans cette recherche d'être dans l'excellence et la perfection, que ça soit avec des choses qui nous paraissent sales ou des choses qui nous paraissent tout à fait saines, propres, etc. Et ben il y a de l'excès dans tous les cas. En général, c'est des gens médiatiquement, voilà, déjà c'est des gens à part entière, et puis dans la vie de tous les jours, tu vois que c'est des gens qui sont quand même obnubilés par tout ça, qui ont des obsessions. Alors, n'est-ce pas la voie la plus difficile que celle de l'équilibre ? Je ne sais pas. À vous de nous dire, chers auditeurs qui nous écoutez. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet axe 1 ? Juste pour la voie de l'équilibre. Oui, je pense que c'est une des choses les plus difficiles à avoir. C'est dans le bouddhisme, je crois, où il y a Siddhartha qui est au bord de la rivière. Il voit une barque passer et lui, il avait vécu dans l'opulence toute sa vie. C'était un fils de prince. Il savait même pas que la pauvreté existe. Et quand il s'est rendu compte que la pauvreté existait, ça l'a traumatisé, ça l'a brisé. Et il s'est enfui de son palais pour vivre comme un ermite, ascétique, ne plus rien manger. Donc partir dans l'excès inverse total. Et un jour, alors qu'il était limite en train de crever de faim à cause de ça, il va sur le bord d'une rivière, il voit une barque passer, et il y a un musicien sur cette barque qui enseigne à son élève comment jouer de la harpe, je crois. Et il dit, si tu veux que ta corde sonne bien, il faut que tu presses assez fort, mais pas trop, parce que si tu la presses trop fort, tu vas la péter, et si tu la presses pas assez fort, la note sortira pas. Et c'est ça l'équilibre, c'est trouver ni trop fort, ni pas assez fort. Et il s'est rendu compte que c'était ça, ce qu'il appelle la voie du milieu. Et c'est le truc le plus difficile à avoir. C'est facile de tomber dans l'excès inverse ou dans l'excès tout court, mais trouver l'équilibre, c'est vrai que c'est très très difficile.
Sur ce, on passe à notre deuxième question. Quelle est votre scène favorite? Et n'hésitez pas vous aussi en commentaire à nous dire si vous avez vu le film Las Vegas Parano de Terry Gilliam. Quelle est votre scène favorite? Cher Charlet, je t'en prie. Yes, bah moi comme ça spontanément, ça serait la scène du début quand les deux sont en train de partir dans leur épopée et qui prennent un autostoppeur. Donc en fait, le trio là au début, je trouve magnifique avec cet autostoppeur, il est un peu malaisant. En fait, les trois sont très malaisants. Il a l'air naïf. Ouais. Et du coup, c'est assez trippant cette scène. Elle est quand tu vois ça, tu dis bon bah je regarde la suite, c'est obligé quoi. Ah ouais. Donc, on l'a mis en scène d'intro de la vidéo celle-là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et je ne sais pas si t'as remarqué, Charlet, que l'autostoppeur c'est Tobey Maguire. Oui, oui, carrément. Et j'avais pas remarqué les premières fois, mais effectivement, on le voit, ouais. Qui depuis a fait une grosse carrière. Ouais, ça a été le Spider-Man. Voilà. Le Spider-Man des films de Sam Raimi, quoi. Mais c'est vrai que sur cette scène, c'est vraiment fandard, quoi. Tu vois justement le petit gars, on dirait qu'il a fini son année de bac, qui fait son petit road trip. C'est lui, il a l'air innocent comme ça, un peu tout niais, et il tombe sur la grosse déglingue, quoi. Ah, les deux tarés. Ah ouais, non mais ouais. Mais donc, en fait, il y a des scènes cultes dans la scène culte, parce que aussi le moment où il ouvre le coffre et tu vois sa mallette remplie de toutes les drogues possibles. Juste ce mini extrait complètement dingue aussi. Et quand il se met à parler de chauve-souris et tout, enfin c'est n'importe quoi. Et cette scène elle est complètement dingue. Je l'adore aussi. C'est vrai que le film il commence d'une manière détonnante. Ouais. Il commence très fort, il donne envie. Mais ça commence comme le roman. Le roman, ça commence comme ça aussi. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Quand ils s'engueulent l'un et l'autre, à savoir qui pourra conduire ou pas, qui sera sûr. T'es sûr que tu vas y arriver là? Et quand ça délirait, il se dit le petit, il a vu qu'on s'est drogué, on va devoir le tuer et tout. Ah oui, putain, c'est vrai. C'est énorme. Et puis il se rend compte qu'en fait il le dit à voix haute et tout. Il sait plus s'il a dit à voix haute ou pas. Ça fait n'importe quoi. Ah oui, quand il se questionne sur le fait, est-ce que depuis tout à l'heure je suis en train de parler à voix haute? Est-ce qu'il a tout entendu? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ainsi quoi. Magnifique. Ah, c'est vraiment magnifique, ouais. Énorme. Bah, j'enchaîne les gars vas-y. sur ma scène favorite. C'est le moment en fait où il y a Dr Gonzo qui est en énorme descente en fait. Bah, c'est même pas une descente de cam, c'est le mec il en a tellement pris qu'il sait même plus ce qu'il lui faut de plus pour apprécier toute cette défonce quoi. Et il est dans la baignoire de la chambre d'hôtel, habillé comme ça. Chambre d'hôtel absolument ravagée. Hein. Éclaté. c'est un gros squat quoi. C'est ça aussi qui m'a fait marrer quand j'étais jeune, c'était voir ces chambres d'hôtel mais éclatées, c'est des chambres de palace absolument fracassées dans tous les sens, ça me faisait hurler de rire à chaque fois. Ah oui mais rien à foutre les mecs, t'as l'impression que c'est comme un chiotte géant quoi. Putain d'animaux quoi. C'est ça. Et donc il y a Dr Gonzo qui est là complètement sous acide quoi, et il est dans la baignoire avec l'eau jusqu'au cou, et il y a Jefferson Airplane qui passe sur son poste de radio, là il écoute White Rabbit, et il est sur le point de brancher une prise jack là pour s'électrocuter, pour s'envoyer en l'air. et là à ce moment-là il y a Duke Raoul, Johnny Depp quoi, qui rentre et d'un air un peu débonnaire comme ça avec son porte-clope qui le regarde, qui tu fous quoi là, c'est quoi le projet, tu vois, alors tu vas où mec, et en même temps il lui arrache le poste de radio là, il fait mais tu fais des bêtises là, hop garçon, et puis il voit en fait un gros pochetard d'acide vide, il lui dit mais putain t'as pris tout ça mais t'es dingue, et l'autre qui est mais foutu, il crispe des dents, tu vois la mâchoire bloquée à cause des enfêtes et tout, il est là et il lui explique comment où le lapin blanc se coupe la tête, qu'il faut balancer le poste de radio dans la baignoire et qu'il veut en finir lui aussi, tu vois. Et donc là, il y a tout un truc entre deux où tu vois qu'ils sont tellement complices, mais en même temps qu'ils en ont marre quoi l'un de l'autre, parce qu'ils sentent très bien que
que c'est ingérable, mais bon, avant tout complice et que tout ça est comme une osmose totale avec ce lion qui est la cam et là t'as Johnny Depp qui prend une espèce d'agrume, je pense, et qui au moment où justement dans la chanson de Jefferson Airplane où t'as ce moment où le lapin se coupe la tête, il lui balance le gros pamplemousse dans la gueule et il va se planquer après sous des sortes de cartons dans la chambre en se disant oh là ça va chier, faut que je me planque. Enfin bon, cette scène illustre bien tout le délire du film en fait. Ouais, je crois qu'ils sont au maximum là, hein, ils sont plus ou moins vers le chemin du non-retour. Ouais. C'est le début de la descente, enfin c'est le moment où la descente commence à être très violente là. Ouais. C'est ça. Et si je me souviens bien, il a un couteau dans la main et aussi l'autre il a très très peur de ça. Il a dit putain je peux pas pioncer alors que l'autre je peux pas pioncer, l'autre il a un putain de couteau, il pourrait me couper la tête. C'est ça exactement parce qu'il y a Raoul Duke qui a qu'une seule envie, c'est de dormir. C'est ça. Il a juste envie de dormir, putain. Et ça me rappelle une fois, on avait pris des champignons hallucinogènes que j'avais cultivés. J'avais cultivé ça dans ma chambre, tu vois, dans une espèce de sac plastique. Et en fait, on avait pris les trucs avec un pote et rien ne montait, quoi. Il y avait au bout d'une demi-heure rien, quoi. Et puis là, on se roule, mais deux énormes barreaux de chaises, quoi, des gros joints avec de la lemon haze. Je m'en souviendrai toujours. La grosse lemonade qu'on avait chopé à Porte de Clignancourt. Et là, on fume les trucs. Et genre, au bout de la 3e latte, tu vois, je lève la tête comme ça. Et je vois un champ d'épouvantail devant moi, tu vois. Et en même temps, je vois mon pote qui était parti dans le petit garde-manger de la cuisine de ses darons et qui revient en arrière comme ça, qui me dit « Je peux plus avancer en avant, mec. Je peux plus avancer en avant, mec. » Mais ça, c'est vraiment Las Vegas Parano, là, pour le coup. Ah mais ouais, mais c'était ça. Et puis en fait, pourquoi je parle là du sommeil ? Parce qu'il y a eu un moment donné dans cette journée où le truc était tellement fort en fait que je me mettais comme ça, je me recroquevillais et je disais à mon pote laisse-moi tranquille. La seule solution, c'est que je dorme. C'est comme Raoul Duke, tu gardes la lucidité, tu sais, ça doit être un truc reptilien. Genre le sommeil c'est la seule solution, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as beau être complètement mort, tu sais, ton cerveau reptilien dit dors. C'est ça que je ressentais, hein. C'est exactement ça. Ouais. Oh putain. Et donc en parlant de reptiliens, je peux parler de ma scène. Ah ouais, vas-y Lino, ta scène favorite. Alors moi, donc ma scène favorite, c'est un truc assez court en fait. Et moi, pourquoi j'aime cette scène, c'est surtout que c'est très visuel, c'est complètement fou. C'est Raoul Duke qui arrive à l'hôtel avec son avocat et la chambre est pas encore prête. C'est quelques minutes après la scène de l'autostop. Il va dans le bar et il trouve les gens extrêmement vulgaires, grossiers, moches, laids, vulgaires, voilà, comme je disais. Tout à coup, il se met à délirer, il commence à avoir du sang au sol et tout, et puis quand il relève la tête, là tout d'un coup, tu te rends compte que tout le monde s'est transformé en reptilien. Et donc les gens dans le bar, c'est des putains d'hommes reptiles de 2 mètres qui se mettent à boire, à se balancer des pop-corn ou de la bouffe à la gueule. C'est une espèce de scène démoniaque sortie de nulle part. Tu t'y attends pas. C'est complètement, et visuellement, c'est complètement fou. Et il dit, et la voix, il y a la voix off à ce moment-là, qui dit des conneries, il dit ouais, ce bar était rempli de reptiliens et en plus quelqu'un servait de l'alcool à ces abominations. Enfin, c'est con. Là, c'est vraiment ça part très très bien. C'est la meilleure scène de reptiliens du cinéma. Bon, c'est la seule que je connaisse en même temps. Ouais, c'est mieux que Jurassic Park, ouais. Ah non, je parle pas de dinosaures, je parle de reptiliens, donc homme reptile, quoi. Je pense que dans Conan le barbare, on voit des espèces de hommes lézards à un moment. L'espèce de délire avec le serpent là, mais je crois pas. Je sais plus.
Bah, il y avait la série, tu te souviens pas la série Oui, V? V, la série V, ouais. Mais, Ah oui. C'est une série, c'est pas un film. Mais ouais, dans Ouais, V ouais, aussi, c'est ouais, vrai. les reptiliens, c'était traumatisant. Moi, c'est les premiers reptiliens que j'ai vus, c'était dans V. Quand ça J'ai arrachait jamais la tête. regardé ça. Jamais regardé. Ah ouais, faut que tu vois un épisode. Je Ouais, pense c'est que pas un- mal. Je pense que c'est un peu vieilli, objectivement, mais Ah oui. il y a 2 ou 3 trucs, genre, à un moment donné, il y a une meuf, en fait, les reptiliens, tu les vois pas. C'est comme les reptiliens dans la théorie du complot, ils sont censés être sous un masque. Alors, à un moment donné, il y a une meuf qui s'énerve et qui arrache, sans faire exprès, une partie du visage d'un mec et tu te rends compte que derrière, c'est un reptilien, quoi. Et c'est putain d'horrible, en fait. C'est ça, ils bouffent des souris et tout, je crois. Ouais, les il mecs. bouffe des souris. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un espèce de délire totalement malsain, Grave. mais assez sympa. Ah ouais, putain, mais c'est vrai que les scènes de distorsion de la réalité, là, sont bien faites, ouais. C'est très léger, ce qui rend justement la chose pas trop Bah, fantastique. et ça peut être très reste léger ancré, et très quoi. violent par moment. Toi, la scène du reptilien, moi, je la trouve très violente, justement. Ah oui. C'est une espèce de reptilien avec du sang partout, en train de boire de l'alcool. Enfin, rien que la raconter comme ça, tu te dis, pour ceux qui ont jamais vu, mais comment Terry Gilliam a pu filmer un truc pareil? Mais il l'a fait, et il l'a extrêmement bien fait. C'est clair. Est-ce que vous avez, vous, les gars, un petit souvenir de grosses perches comme ça qui vous a mené vers des alus ou des moments très très durs? Putain, ouais, j'en ai quelques-unes, hein, putain. Celle qui m'a le plus marqué, et c'est là d'ailleurs que je crois que je me suis dit c'est bon, je veux plus ça. J'étais à une soirée, en fait, je croise un vieux pote qui me dit mec, tiens, prends ça, c'est pour toi, c'est cadeau et tout. Je lui ai même pas demandé ce que c'était, je le prends, tu vois. Et en fait, je commence vraiment à me sentir hyper mal, tu vois, à faire des bruits avec ma bouche, etc. Et en fait, c'était un festival et en fait j'étais le seul perché au festival. En plus, il y avait pas raison de se percher. C'était un Merde. concert de pop ou je sais plus. Enfin, tu vois. Genre, Donc, le j'étais festival de cramé, jazz. quoi, tu vois. Et en fait, donc le gars qui m'avait donné ça revient, il me voit complètement à l'envers. Il me dit mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas mon. Et en fait, les gens lui expliquent que j'ai pris quelque chose, etc. Et en fait, le mec ce qu'il m'avait donné, c'était genre 5 ou 6 doses en fait. Tu vois, il avait voulu être sympa avec moi. Tiens, je te donne ça. Tiens, c'est cool. Et moi, je l'ai pris comme un bonbon, tu vois. L'erreur. Et mon gars, toute la soirée, je te jure, et ça a duré très longtemps. Je sais même, c'était quoi? C'était de la, comment ça s'appelle? Putain, C'est j'ai pas de même la plus- kétamine? Non, c'était de la MDMA. Voilà, c'était ça. je crois. Eh putain, ça te rend Je bien. crois que c'était liquide, ça. Ouais. Et en fait, toute la soirée, je faisais des bruits avec ma bouche, genre, tu sais, comme ça. Les gens ils me regardaient chelou et en plus il y avait plein de gens qui me connaissaient. Enfin, c'était le bordel. J'étais vraiment mal. Et le lendemain, vraiment, je savais plus où me foutre, quoi. C'était chaud. Putain. Le Voilà. mec drogué dans un concert d'André Rieu, quoi. Ouais, non, mais c'était limite ça, quoi. Je te jure. Alors, bah, quant à moi, je pense que j'ai moins d'expérience que vous. Moi, tout ce que j'ai pris au cours de ma vie, c'était que des trucs naturels. De la drogue naturelle, entre guillemets. Bon, bah, j'ai essayé un peu de pétard comme tout le monde l'a déjà fait. Et la seule autre drogue vraiment forte que j'ai pris, c'est les champignons hallucinogènes. Et ouais, bah alors nous on le faisait dans un trip assez nature. On allait dans la forêt, on se mettait autour d'un feu comme ça et on en prenait. Et je C'est me très suis bien, dit, ça. Ouais, oui, bah on se mettait et en plus on le faisait, tu sais, mais on le faisait pas dans un mode défonce, on le faisait vraiment dans un mode un peu éveil spirituel. Avant on sélectionnait des bonnes musiques, on mettait du Ave Maria, des trucs et on mettait la musique à fond dans la bagnole, tu sais, pour ressentir la musique comme ça sous champi. On mettait aussi du Mister Oiseau, enfin on faisait des Ah ouais, grand écart, quoi. ouais. C'était violent. Et donc voilà, on était autour du feu et voilà, on en prend et ça monte. Et le truc était marrant, je me souviens, les autres ils étaient complètement morts, moi aussi, mais j'étais le seul qui avait cette espèce de truc reptilien d'aller mettre du bois dans le feu, quoi. Et donc j'allais chercher. Putain, Et excellent. donc j'allais chercher au fin fond de la forêt du bois pour mettre du feu, pour que le feu reste allumé, sinon on allait crever de froid. Et j'étais le seul qui pensait à ça. Et les autres bâtards, ils me traitaient de capitaliste parce que j'allais chercher le bois, quoi. Pour que Quelle bande de con. Et je me suis dit, à un moment donné, je vais chercher le bois et je vois un de mes potes. Il est dans un arbre, tu vois, mais genre,
fusionner avec l'arbre. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, je fusionne avec l'arbre, laisse-moi. Et il est resté au moins 3 heures dans l'arbre, comme ça, à pas bouger. Un peu comme dans la Buzz, je vais faire l'amour aux vagues. Je suis ce qu'on va faire. C'est ça. Et ouais, je me souviens que là, c'était un truc qui avait été long, et impossible de dormir. On était peut-être réveillé pendant 12 heures d'affilée, alors qu'il faisait pleine nuit le lendemain à 8 heures, 9 heures, à essayer de dormir, ça vient pas et tout. Putain, ça, c'était dur. Ouais, en général, c'est vrai que la rechute est pas cool, hein. D'ailleurs, faut dire, hein, je pense aux jeunes auditeurs qui écoutent, faut pas le faire, hein. Bien sûr, c'est ce qu'on disait. Surtout quand vous êtes jeune, ne le faites pas. Oui, ne le faites pas parce que en fait, dire c'est de la merde et tout, ça serait un peu trop facile. Mais il faut vraiment être très très fort mentalement. Il faut avoir quand même une certaine expérience pour pouvoir encaisser ça. Et en plus, surtout quand vous êtes jeune, votre cerveau est en formation, c'est extrêmement nocif, hein, toutes les drogues, hein, que ce soit le pétard, l'alcool, n'importe quelle drogue. Quand vous êtes jeune, c'est totalement début. Alors soyez pas trop con. Laissez votre cerveau vous former, parce que sinon après vous allez le payer toute votre vie derrière. Moi j'en connais des gens qui ont pris des pétards, beaucoup trop de pétards quand ils étaient jeunes, et ils ont des problèmes après, hein, derrière. Toute leur vie sont plus ou moins parano. C'est vrai que c'est un peu la roulette russe, quoi. Faut faire très attention. Il y a des gens qui restent perchés, si c'est connu, hein. Donc faut faire vraiment gaffe avec ça. Voilà, on peut se faire une petite expérience comme ça, mais c'est vrai que bon, après pas toutes les drogues, on peut pas mettre toutes les drogues sur la même échelle, hein. Je veux dire, vous pouvez boire du café. Oui, voilà. Et encore, faites attention. Mais voilà, n'oubliez pas que vous êtes des jeunes, même si vous vous sentez invincible, incroyable. N'oubliez pas que vous êtes cons. Et on vous blâme pas. Nous aussi, on a été cons. Et voilà, laissez au moins à votre cerveau le temps de se former. Après, bon, voilà, c'est la jeunesse. Après, faut faire cette expérience pour savoir, pour connaître ses limites, pour savoir où on veut aller. Mais voilà, soyez très très vigilants avec ça. Et n'hésitez pas, surtout si vous pouvez, n'hésitez pas à attendre, d'être assez fort pour pouvoir encaisser ce genre de choses et pouvoir aussi les apprécier pleinement. Parce que quand, sans vouloir la gueule à 14 ans, bon, je l'ai fait, on l'a fait, ça. En vérité, ça a pas trop d'intérêt parce que tu peux même pas apprécier, tu bois du mauvais alcool. Je me souviens, moi, je prenais de la Rachmaninov, c'était de la vodka chez Lidl, c'était tellement de la merde qu'elle gelait au freezer, quoi. L'alcool, ça gèle pas normalement. De la Rachmaninov, quoi. La Rachma, ouais. C'était de la merde. Arrachman. Je crois que ça coûtait 6 balles la bouteille, c'est pour vous dire. Oh, l'agneau frelaté, quoi. Ah ouais, c'était l'époque où Lidl, c'était vraiment de la merde, hein. C'est devenu un peu mieux, c'est devenu beaucoup mieux maintenant, mais c'était vraiment du poison, le truc. Donc voilà, évitez, voilà. On a beau le dire, vous le ferez quand même, mais bon, voilà. Ouais, mais faut prévenir quand même, hein. Ouais, bien sûr. Sans vouloir rentrer dans la polémique, juste le problème, c'est qu'on a plus de rite initiatique, donc chacun fait comme il peut. C'est-à-dire, je n'ai pas compris ta phrase. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment de l'adolescence, nous n'avons plus de rite initiatique, comme il pouvait y avoir par exemple le service militaire. Nous, notre génération, n'a pas ce rite initiatique du passage à l'âge adulte. Donc chacun fait comme il peut. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis, du coup, ouais, tout le monde se crée plus ou moins des rites initiatiques. Les mecs, quand ils vont... Bon, je l'ai fait aussi, hein, mais les mecs, quand ils vont... par exemple, faire des défis extrêmement durs, aller faire des treks au fin fond d'une montagne, c'est une sorte de rite initiatique au final. Ouais, on a le permis de conduire aussi, éventuellement. Oui, c'est vrai, quand on est en province, c'est vrai que le permis de conduire, c'est un vrai rite initiatique pour le coup. Parce que c'est casse-couille. Et quand on l'a, on devient vraiment autonome. T'es pas obligé de demander à papa, maman, vas-y, tu peux me trimballer chez Romain, chez Daniel. T'as l'impression d'être, c'est comme si t'avais fait ta bar mitzvah, quoi. Je te jure, c'est ça. Tu deviens un homme pour de vrai, t'es autonome dans ton transport, putain, incroyable. Bon, les Parisiens doivent se foutre de notre gueule, mais voilà, on vous raconte la vérité, quoi. La vérité des campagnes, bordel. Passons à l'axe 2, les amis. Hunter Thompson, l'envers du rêve américain. Messieurs, c'est à vous. Bon, alors déjà, pour bien resituer la chose, Hunter Thompson, comme tu as dit, c'est un journaliste américain, et c'est le rédacteur du roman Las Vegas Parano, qui a donné le film dont on parle aujourd'hui.
Et pour bien situer par rapport à la vie réelle d'Hunter Thompson, donc c'est une histoire semi-autobiographique. Il y a des faits qui diffèrent. Par exemple, c'était pas une course de moto comme dans le film. Dans la vraie vie, c'était une course comment ça s'appelle, une course de chevaux. Mais il a fait plus ou moins cette espèce de trip complètement halluciné pour tout en devant rédiger un article sur cette course. L'article existe d'ailleurs. Et il a certainement, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé beaucoup de documentaires sur lui, il a certainement un petit peu exagéré les faits, mais il y a quand même il y a quand même une vraie base autobiographique. Et donc Hunter Thompson, c'est vraiment une personnalité extrêmement intéressante. Je regrette qu'il n'y ait pas Max, un de nos chroniqueurs habituels, qui soit là, parce que lui, c'est un très très grand fan de Hunter Thompson. Il aurait pu vous le raconter bien mieux que moi. Et donc Hunter Thompson, c'était vraiment une personnalité, un personnage unique dans l'univers médiatique américain. Pour donner un point de comparaison français, c'était une sorte de professeur Choron à la française. Sorte de mec une sorte de libertaire, un peu déglingo, un peu déjanté, mais c'était un très très grand journaliste, professeur en journaliste. Alors le truc assez marrant, c'est qu'en fait il a jamais été professeur, mais du coup ça le faisait chier. Alors il allait voir la scientologie et il a passé un espèce de professorat de merde en théologie qui était vendu, je crois, pour 1000 balles, enfin une espèce de semi-escroquerie pour pouvoir se dire professeur. Alors quand il dit professeur en journaliste, en fait il est pas professeur en journaliste, il est professeur d'un truc de merde et il est journaliste. Bon voilà, c'était. Le mec c'est un vrai débrouillard quoi, c'est un pirate. Ouais, c'est ça, oui, c'est une sorte de, voilà, tu dis c'est un peu un pirate, et c'est un pirate, oui, c'est ça, un peu. Donc il appartient à un espèce d'univers politico-idéologique qui n'existe pas vraiment en France. C'est les libertariens, vous savez, les libertariens, c'est toujours le troisième parti historique aux États-Unis, qui est ni démocrate ni républicain. Je crois que leur logo c'est le porc épic. Et qui est coincé entre l'éléphant et l'âne, et du coup c'est ni de droite ni de gauche, c'est vraiment un truc extrêmement particulier. C'est eux qui veulent la légalisation du cannabis, la libéralisation du port d'armes totale, qui sont pour la liberté ultime, aussi bien économique et sociétale. Donc ils sont à la fois libéraux et à la fois libertaires, mais dans le bon sens du terme, pas dans les sens négatifs. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Excuse-moi, Lino. Ce qui est aussi intéressant dans ce mouvement-là, si j'ai bien compris, c'est le fait que, par exemple, il prône la totale liberté de possession de ses biens. C'est-à-dire ne plus devoir un impôt sur ses propriétés ou ce genre de dérive. Ah oui, ils sont contre les impôts. Ils sont absolument contre toute forme d'impôt. Ils sont contre l'État central, en fait. Ils sont vraiment pour la liberté, et l'État central américain, il le voit comme un ennemi mortel. Donc, percevoir des impôts par l'État américain, c'est inacceptable. Que l'État américain te dise comment vivre, comment pisser, comment réfléchir, ça les rend fous. Et ça, c'est l'héritage un petit peu du rêve des cow-boys. Les cow-boys et les immigrés européens qui sont partis aux États-Unis, sont partis de l'Europe parce que c'était une société sclérosée, avec des vieilles monarchies, des vieux États extrêmement oppressifs. Et donc, ils sont partis sur cette terre nouvelle en quête de liberté. Et dans l'esprit au départ, il ne devait plus jamais y avoir d'État comme ça oppresseur. Et cette espèce de rêve de liberté s'est transmis au travers des cow-boys. Et après, politiquement, c'est devenu le libertarisme. Il y a toute une sorte de filiation à ce niveau-là. C'est quelque chose de vraiment très très américain qu'on a un peu du mal à concevoir en Europe. Mais voilà, moi, par exemple, très souvent, les personnalités que j'aime bien aux États-Unis, comme par hasard, ils sont libertariens, ils se revendiquent libertariens. Clint Eastwood, les créateurs de South Park, John Malkovich, il y a plein de mecs aux États-Unis qui se revendiquent américains, qui se revendiquent libertariens, pardon. Et lui, je crois pas qu'il se soit vraiment revendiqué libertarien, mais en tout cas dans sa vie, dans son mode de vie, il l'était totalement. Et donc, comme
comme on le disait, c'est quelqu'un qui a eu une très grande influence sur le journalisme américain, qui a carrément inventé un style de journalisme qui s'appelle le journalisme gonzo. Alors, il l'a pas inventé littéralement, mais il l'a vraiment popularisé. C'était un truc totalement de niche, inconnu, et lui, il l'a vraiment poussé extrêmement en avant. Et c'est donc, comme je vous disais, c'était un journalisme qui est ultra subjectif, mais qui, contrairement à nos journalistes, à nous en France, te le dit qu'il est ultra subjectif et il te donne les éléments pour comprendre la subjectivité. C'est pas comme ce qu'il y a sur BFM TV ou je sais pas quoi, où les mecs te balancent de l'idéologie à la gueule en permanence en prétendant être objectif. Ce qui est totalement insupportable et un vrai truc de salope. Hein. Excuse-moi Lino, je te coupe une petite seconde. Juste pour donner une référence de ce qui se fait aujourd'hui de plus médiatique au niveau du gonzo-journalisme, c'est le média Vice, par exemple. Oui, Vice, c'est un peu l'héritier de ça. On peut, même si je les aime pas du tout, Quotidien aussi, c'est un peu ça, c'est un peu du gonzo-journalisme quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc donc ouais, il a inventé ce style de journalisme-là. Après, le gonzo-journalisme, ça peut être, comme je vous dis, donc c'est ultra subjectif, donc ça peut être d'extrême gauche, d'extrême droite. On pourrait même faire du gonzo-journalisme macronien. Bah, en fait, je rigole, mais Christophe Barbier, c'est du gonzo-journalisme, en fait. Parce que oui, c'est vrai, ouais. Il est tellement en train de lécher les couilles de Macron en permanence que je finis par me dire, mais en fait, il le fait exprès, c'est du gonzo-journalisme. C'est un espèce de style qui se donne, parce que c'est pas possible qu'il le pense vraiment aussi fort, quoi. Enfin, je sais pas. Sinon, il a un vrai problème mental. Bon, bref. Barbier, si tu nous écoutes, ouais, bah, si on t'emmerde, on t'emmerde. Mais en tout cas, si on t'a percé à jour, dis-le nous. Si tu fais du gonzo journalisme, macronisme, bah, franchement, là, pour le coup, je te respecterais. Là, ça serait super drôle. Bon, revenons à nos ouailles. Ouais. Et donc c'était un personnage, ultra intéressant, qui s'est un petit peu impliqué dans la vie politique de son pays, mais de manière, intéressante. C'était aussi quelqu'un qui avait une dégaine pas possible, parce que le personnage que vous voyez dans le film, c'est vraiment lui. Du coup, il était vraiment avec ses lunettes à moitié chauve, son porte-cigarette, ses chemises à fleurs, short, claquettes. Ouais, bah c'est ce que tu vois. Moi, ce type-là, je connais de nom, mais je le voyais pas du tout. Donc, je suis en train de regarder sur le téléphone, et effectivement, c'est le mec, les petites lunettes, ils l'ont bien refait, quoi, dans le film, hein. Vraiment. Les lunettes en verre fumé, le truc de gros. Ouais, c'est ça. Le petit chapeau, le truc, quoi, tout. Et c'était un mec, ce mec était fan d'armes à feu, mais un truc de fou. Et il en avait partout, donc ouais, c'est ce que tu me disais, un peu dans le délire libertarien. Et du coup, bah, les lunettes qu'il porte, en fait, c'est des lunettes de Baltrap. Le verre fumé, comme ça. Ah ouais? Jaune, ouais. D'accord. Ok, ben voilà. Et donc, comme j'étais en train de vous dire, il s'est aussi impliqué dans la vie politique de son pays. Par exemple, il a tenté d'être shérif de la ville d'Aspen. Alors, si j'ai bien compris, shérif, c'est l'équivalent. C'est des élections. Je crois que c'est les élections aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on élu les représentants de la justice, il me semble. Je connais pas très bien le système américain, mais on élu les représentants de la justice. Et lui, il a voulu se faire élire shérif. Et lui, son principal cheval de bataille, ça se passait à la ville d'Aspen, c'est sa ville d'origine, c'était de combattre la gentrification de la ville, puisqu'en gros, les gens de Aspen, les gens originaires d'Aspen, étaient en train de se faire dégager par les ancêtres des bobos qui rachetaient tout, les maisons, tout devenait hyper cher, ils n'arrivaient plus à y vivre. Et donc lui, il avait toute une espèce de programme politique complètement fou. Par exemple, il voulait changer le nom de la ville, il voulait l'appeler Fat City. Excellent. Pour que les gens, pour que ça dégoûte les gens d'investir, dans la ville. Il voulait aussi légaliser la drogue. Il voulait légaliser la marijuana à Aspen, mais de manière quand même à contrôler, pas un truc totalement déglingo. Mais il voulait la légaliser, il voulait privilégier les circuits courts pour ressusciter l'économie de la ville d'Aspen. Enfin voilà. Mais bon, il n'a pas été élu. Et pour l'occasion, je crois que c'était assez chaud quand même. Il a failli être élu, pour le coup. Il s'était complètement fait la boule à Z pour se donner un côté martial un peu en pied nez à Nixon, si je me trompe pas. Ah oui, et par contre, il détestait Nixon. Ça c'est vrai. Il s'est beaucoup investi dans la lutte contre Nixon. Nixon qui était un vrai enfant, qui était une vraie pute. De toute manière. Bah
vous pouvez voir que Lino a une certaine amitié envers les hommes politiques. Il les adore. Non, mais Nixon, pour moi, c'était un peu le Mitterrand américain, tu vois, le mec capable de faire les pires coups politiques, le cynisme absolu, le Machiavel absolu. Enfin, j'aime pas trop ce genre d'homme politique. Je suis d'accord avec toi, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à propos des cheveux, oui, c'était mis la boule à zéro pour Aspen et son slogan c'était je suis le candidat qui a les cheveux les plus courts. Bon. Voilà, donc voilà, c'est pour vous montrer tout ce personnage voilà, qui est complètement fou et qui a une grande influence dans la vie politique américaine des années 70 jusqu'au début des années 2000 puisque voilà, alors je me souviens un peu du contexte mais il s'est suicidé. Je crois qu'en fait, il en avait un peu marre de se voir tomber en décrépitude justement, comme c'était un mec qui était un peu extravagant, plein de vie, il pouvait pas disparaître. Tu vois, 95 ans dans son lit, il a préféré se tirer une balle, quoi. Je voulais peut-être développer sur son suicide parce que c'est pas un suicide aussi. Mais justement, le suicide, là, j'ai plus trop en tête, j'ai plus trop dans mes notes, et donc je sais plus trop quoi. Après, alors il s'est suicidé. Alors les raisons de son suicide, je sais plus pourquoi exactement, mais à la fin, pour célébrer, enfin pour sa crémation, il a fait un truc de fou. Il a fait une espèce de grande tour avec un point. C'était un point géant fermé avec 2 pouces, qui était le slogan, le logo du Gonzo. Il a mis ses cendres dans le point. Il a fait s'élever le point tout en haut de la tour à 100 mètres en plein milieu de la pampa autour d'Aspen et il a fait tout exploser et ses cendres ont été dispersées comme ça. C'est ça dont tu voulais parler? Oui, c'est ça, oui, exactement. D'accord. En fait, il avait complètement prémédité tout ça. Ouais. Et là, je viens de tomber sur un article Le Monde. Alors, je vais lire un extrait. C'est aussi par rapport à la première rencontre qu'il y a eu avec Terry Gilliam. Donc on nous apprend que Hunter Thompson est en 1937 dans le Kentucky, etc. Et puis là, dans un entretien accordé au moment de la sortie du film au magazine de Cinema Studio, l'acteur américain racontait que lors de sa première rencontre avec Thompson, donc c'est Terry Gilliam qui raconte, ils avaient construit une bombe ensemble. Et puis on est allé dans son jardin pour tirer dessus avec un fusil. C'est la première chose qu'on a faite tous les deux. Poursuivait-il, avant de souligner, tout était dangereux avec Hunter. C'est génial, quoi. J'adore cette anecdote. Bah voilà, ouais. Il y a plein d'anecdotes comme ça, complètement dingues autour de lui. Et il est aussi devenu très 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 pote avec Johnny Depp. Parce que du coup, pour le tournage du film, bah voilà, ils sont rentrés en contact, Johnny Depp, pour s'imprégner du personnage. Ils sont vraiment devenus totalement amis. Et à un moment donné, dans le film, on voit Hunter Thompson, le vrai Hunter Thompson. C'est Johnny Depp quand il est dans l'espèce de boîte de nuit en 1966 à New York. Il y a un mec dans la foule, il dit « Oh bordel, c'est moi !» Et on voit un espèce de vieux mec fringué comme lui. Et ben c'est Hunter Thompson, c'est le vrai Hunter Thompson. D'accord. Je sais pas si vous voyez le moment dont je parle. Ouais, ça me dit vaguement un truc. Ouais, pareil, je vois pas ce moment, mais c'est très intéressant, ouais, carrément. Et ben voilà, donc chers auditeurs, si vous avez l'œil, vous pourrez voir le vrai Hunter Thompson dans le film. Et donc voilà, c'était. Et il y a aussi Cameron Diaz dans le film pour ceux qui avaient. Ah oui, il y a un petit passage, c'est vrai, dans l'ascenseur. De journaliste. Scène très marrante aussi, complètement débile. Énorme. Et alors donc pour raccorder donc du coup avec l'envers du rêve américain, donc Hunter Thompson, c'est donc ce que je vous ai dit, c'était un journaliste gonzo, donc ultra subjectif. Et lui, un de ses thèmes de prédiction, c'était le rêve américain et la contre-culture américaine. Donc voilà, comme c'est là au moment du film, c'est le début des années 70, je crois que c'est en 1972, et donc là la vague hippie est complètement retombée. Et donc à travers ce film, à travers ce roman, Hunter Thompson raconte en fait tous ses rêves, toutes ses utopies, toute cette vague de créativité, cette espèce de nouvel espoir pour toute une partie de la jeunesse à cette époque-là, qui s'est totalement, selon lui en tout cas, évaporée et qui n'a pas du tout tenu ses promesses, qui a été
que c'est tout ça, c'est un peu dilué dans le contexte, voilà, de guerre du Vietnam, de guerre froide. Et voilà, il montre plein d'événements, la mort, même si c'est pas concomitant, la mort de Kennedy, la mort de Luther King, toute cette espèce d'utopie qui s'est fracassée contre le réel. Et il raconte justement la fin de cette époque-là. C'est tout le film, il y a tout au long du film et tout au long de la carrière de Hunter Thompson, il y a comme une espèce de nostalgie, de mélancolie froide qui se dégage de cette période. Et ça, notamment dans le film, ça passe à travers toutes ces voix off qui sont les vrais passages de Hunter Thompson, du roman d'Hunter Thompson qu'il a vraiment écrit, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Et donc voilà, donc en gros la carrière de Hunter Thompson et toute cette, voilà, je l'ai dit, cette espèce de mélancolie du rêve américain, on le retrouve dans le film. Je sais pas si vous l'avez bien ressenti, parce que selon moi c'est quand même un petit peu le fond du film au final. C'est comme il raconte la fin d'une époque. Et comme dans cette espèce d'état comme il est désabusé, il s'en va justement essayer de retrouver le rêve américain. C'est ce qu'il dit, hein. Il essaye de retrouver le rêve américain avec toute cette drogue. Et puis il va à Las Vegas et il se rend compte que tous les gens sont moches, c'est ultra matérialiste, et que tout est vain. Il y a une espèce de vacuité qui est un peu malaisant. Charlet, est-ce que tu l'as ressenti par certains points dans le film? Ouais, carrément. Il y a le, comment dire, un grand écart, encore une fois, entre ces mecs qui arrivent totalement défoncés et tous ces gens à Las Vegas qui sont dans un total hot délire, mais extrême aussi dans leur sens, quoi. Je veux dire, ils sont eux aussi en pleine découverte de plein de nouvelles choses dans ces années. Aux États-Unis, il y a plein de nouvelles choses. Je veux dire, ils sont tous détendus, etc. Ils commençaient à avoir tout ça, de la thune, du machin. Ils sont partis dans un autre délire. Donc c'est un peu comme s'ils faisaient un mini voyage dans le futur, en fait. Ils allaient voir ce qui allait se passer là plus tard, quoi. Ils étaient en train de le vivre, tu vois. Ouais, c'est deux univers mentaux qui se rencontrent. Ouais. Et lui, voilà, c'est un mec qui était plein de rêves, plein d'utopies. Et c'était une sorte de contre-rêve américain, le rêve hippie au final. Et ce rêve se fracasse contre le rêve américain classique, on va dire, très capitaliste, avec ces gens dégoûtants, plein de matérialistes. C'est pour ça qu'il les traite de reptiliens, de gens vulgaires, excessifs. Et tu les vois se ruiner dans ces casinos, à dépenser plein de fric pour des conneries au milieu de cette espèce d'excès de lumière, d'excès d'énergie, ce truc un peu vulgaire en fait, excessif, totalement. Et puis en fin de compte, des gens aussi qui viennent chercher la défonce à travers la dépense du fric et de la perte d'argent dans les casinos. Et peut-être, comme tu dis Charlet, un peu peut-être ce qui dénonçait déjà ce plaisir matérialiste qui arrive en même temps qu'une vague de soi-disant liberté. Et en même temps, on nous vend la surconsommation comme le plaisir ultime. Ouais, c'est une espèce de spectacle grotesque. Ouais, ils étaient en pleine effervescence, mais des deux côtés, quoi. Donc, c'est deux mondes qui se rencontrent et c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que ce film il est hyper drôle. Ah ouais, carrément. Là, ça détonne. et puis au final, les deux seuls qui sont libres là-dedans, c'est bien eux deux. C'est les seuls à faire ce qu'ils veulent réellement, à vivre à 100%. Malgré le fait qu'ils soient addicts à des drogues, c'est eux qui ont la liberté, alors que les autres sont pas addicts à des drogues, mais ils sont totalement englués dans cette espèce de spectacle grotesque de Las Vegas, quoi. Bah, que ça soit depuis le début avec l'autostoppeur et jusque la fin où parce qu'on en a pas trop parlé de ça lorsqu'ils sont à deux doigts de séquestrer une jeune fille de 16 ans. Lorsqu'ils se rencontrent lorsqu'ils sont à la conférence, je sais plus de quoi traite la conférence, c'est sur les armes, non? Je sais plus. Non, c'est une conférence de policiers, justement, lui, il est camé à mort, voilà. Il se retrouve au milieu d'une conférence de policiers, qui pourrait le foutre en prison à n'importe quel moment, quoi. C'est assez drôle comme moment, d'ailleurs. Et où il y a cette jeune fille, là, que Dr. Gonzo a embrigadé avec lui, interprétée par Christina Ricci, qu'on retrouve dans un super film
Black Moine, si je me souviens bien, Black Mamba, un truc comme ça là, avec merde. Attends, comment il s'appelle? C'est pas un film porno, tu me rassures. Que ça pourrait intéresser certaines personnes éventuellement. Hein. En parlant de Gonzo, il y a dans le porno, le Gonzo est beaucoup utilisé, hein, cette manière. Il y a du Gonzo porno. Mais oui, je sais, alors le Gonzo, c'est vrai que ça, je me suis posé la question, j'ai pas la réponse. Je sais pas si le Gonzo porno a un lien avec le Gonzo journalisme. Je vois, parce que normalement, le Gonzo porno, c'est le côté on fait plus de films porno, justement, c'est juste des scènes de baise sans scénario ni rien. C'est ça. C'est ça le Gonzo, ouais. C'est direct, il y a plus le délire du plombier ou une cause qui fait que ça va partir en couille. Je vois pas trop le rapport avec le Gonzo journalisme, du coup. C'est action sans aucune réflexion. C'est ça le Gonzo journalisme, c'est je me plonge dans l'action. Il y a quand même de la réflexion dans le Gonzo journalisme, c'est subjectif, mais tu vois, il pense le mec, tu vois. Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas de réflexion, c'est pas, il y va pas comme une espèce de bœuf, quoi. C'est qu'il fait, il va dans ce qui se passe, il rentre dedans, il s'immerge avec ce qu'il a écrit, avec ce qu'il a filmé, avec ce qu'il a photographié, il sort et là il se met à construire un article. Et pendant qu'il fait, il ne fait que de vivre. Il ne fait que de vivre ce qui se passe en fait. Tu vois, c'est ça le Gonzo journalisme. Je suis sur la page Wikipédia du pornographique Gonzo du coup. Ah oui, alors attendez, pour en revenir à Christina Ricci, c'est la petite qui joue dans La Famille Addams, dans le film La Famille. Ah ouais. Et alors j'adorais ce film quand j'étais môme. Je sais pas si t'aimes bien toi, Charlet. Ah ouais, mais grave. Ah ouais, c'est une grosse référence. C'était quand même énorme ça. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et il y a un super film. Alors je savais pas que c'était elle. Que j'ai beaucoup aimé. C'est Black Snake Moan. Attends, je suis sur Gonzo porno là, je regarde aussi. Excellent. Ça y est, les mecs ont complètement dérivé là. C'est bon ça. Ouais, en gros, je crois que c'est le côté subjectif qui est pour ça que ça s'appelle Gonzo, parce qu'il y a beaucoup de caméras, tu sais, en vue subjective dans le Gonzo pornographique, et c'est ça le côté Gonzo, donc c'est la subjectivité. Ouais, sûrement, ouais. Bon, voilà, je lis en diagonale, donc excusez-moi, chers auditeurs, si... C'est le côté gros plan... spontané, quoi. Gros plan spontané, ouais. Ouais, voilà, ouais, ok. Attendez. J'ai perdu le fil, putain, là. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, le revers du rêve américain. Oui. Le revers du rêve américain. Ben voilà, donc c'est un peu le fond du film, mine de rien. Alors, le problème, c'est que je pense qu'en tant que Français et en tant que jeune ayant 30 ans, n'ayant pas connu la vague hippie, c'est quelque chose qui doit être difficile à saisir. Tu vois, je pense que ça doit beaucoup parler aux Américains ayant connu la vague hippie. Pour nous, ouais. Le fond du film est quand même un petit peu lointain. On peut dire qu'on a subi mai 68, quoi. Oui, non, mais je veux dire, oui, on a subi mai 68, mais justement, lui, il parle de, justement, le côté joyeux, positif, libérateur, et il regrette cette chose-là qui est partie. Et nous, forcément, on va dire, de notre génération, on l'a pas connu, ce truc-là. On a connu que les conséquences positif ou négatif de mai 68, ça c'est les gens qui décident, mais on n'a pas ce côté joyeux, cette espèce de spontanéité, on l'a pas vécu. Et donc il parle de ça, le film, le fond du film parle de ça, il parle d'un truc qu'on n'a pas vécu et qu'on forcément on ne pourra jamais vivre. Eh ben moi ce que je vous propose c'est de le faire, c'est de le créer. Qu'est-ce que t'en penses, Charlet? Il faut qu'on soit cette génération. C'est ça, j'ai la décapotable en bas là, je passe vous chercher. Attends, je prends une mallette et Dr Lino se charge des substances. J'arrive. Je vais peut-être faire. Je sais pas si on va écrire avec ça, mais... Ah putain, excellent, quoi. Messieurs, je vous propose... Ah, pardon, attendez, je rajoute juste un petit truc avant. Référence Hunter Thompson. Allez aussi lire son livre, justement, où là, vraiment, il fait son œuvre de gonzo journalisme. C'est une enquête sur les Hells Angels, qui est à tomber par ça l'a terre. fait connaître. C'est ce qui l'a fait connaître, c'est ce reportage, c'est ce livre sur les Hells Angels, justement. Voilà, allez-y, ça c'est vraiment monumental. J'en ai lu quelques extraits. C'est édifiant. Voilà, je pense que là, on peut avoir la teneur de ce que c'est que le gonzo journalisme. D'accord. Autre référence, je sais qu'il y a un film qui est sorti, qui est plus ou moins considéré comme la suite de Las Vegas Parano, s'appelle Rome Express.
Donc c'est sur la vie d'Hunter Thompson. Apparemment le film est pas terrible, mais je vous le recommande si vous appréciez beaucoup la performance de Johnny Depp en tant que Hunter Thompson dans Las Vegas Parano. Bah c'est Johnny Depp qui fait Hunter Thompson dans Rome Express. Donc ça peut être potentiellement intéressant. Ah oui, je vois ça, oui, très bien. D'accord. Messieurs, je vous propose de passer à la conclusion. Concluons. Je commence, allez. Si vous ne connaissez pas Las Vegas Parano, allez-y gaiement, sans aucune retenue. C'est un road trip fracassant. Mettez de côté toutes sortes de morales qui vous animent. Ce film est fait pour vous dévergonder. Ok. Donc j'enchaîne et on laissera l'honneur à Charlet de conclure. Donc alors moi, chers auditeurs, moi je vous conseille vraiment sincèrement de voir ce film Las Vegas Parano. Déjà ne serait-ce que par la performance de réalisateur de Terry Gilliam qui est vraiment extrêmement folle. Vous allez voir des plans, des scènes, des choses que vous n'aurez jamais vues dans aucun autre film. Donc rien que visuellement c'est vraiment très intéressant à voir. La performance d'acteurs aussi, des deux acteurs, on l'a peut-être pas assez souligné, est vraiment extraordinaire. La bande son aussi, elle est excellente dans le film. Entre Tom Jones, Jeff Persson, Airplane, il y a une espèce d'ambiance vraiment sympa qui se dégage du film. Après voilà, le fond du film, comme je vous disais, est peut-être un peu éloigné de nous, cette espèce de nostalgie des années hippies qui a été perdue, et cette remise en question du rêve américain en tant que Français n'ayant pas connu ces années-là, c'est peut-être un peu éloigné, mais c'est pas grave. Le film, rien que le film, rien que le visuel, la performance d'acteur et la musique, ça se suffit à lui-même, et ça permet aussi d'introduire la personnalité d'Hunter Thompson, qui est vraiment une personnalité intéressante et qui vaut le coup d'être connu et d'être approfondi, selon moi. Yes. Je passe le micro à Charlie. C'est cool. Ouais, vous avez des belles conclusions, les gars. Magnifique. Bravo. Si. Yes. Ouais, bah pour moi, voilà, c'est clair, c'est un beau film. Déjà, Johnny Depp, quoi. Hein, je veux dire, on kiffe Johnny Depp. D'ailleurs, petit rapprochement, on le voit souvent. Pirates des Caraïbes, etc. Et on peut mettre en parallèle les deux personnages dans Johnny Depp et dans le Pirate des Caraïbes et Las Vegas Parano. Parce que on remarque quand il boit du rhum, il a toujours ses petites manières avec les doigts, les mains, etc. Enfin, c'est vraiment cet acteur, il est kiffant, il a vraiment sa personnalité à lui, il joue son propre rôle à chaque fois, je trouve. Johnny Depp, c'est vraiment, il joue du Johnny Depp comme Depardieu, par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est quand t'as Depardieu dans un film, c'est Depardieu, il joue le rôle de Depardieu, tu vois. Ou comme Nicolas Cage, qui est cher à Bob. Il va revenir dans chaque chronique, lui, maintenant, c'est dingue. Nicolas Cage est fan de Nicolas Cage. J'adore Nicolas Cage. C'est beau. Les ailes de l'enfer, c'est ça? Oui, double face. Magnifique. Plutôt Benjamin Gates. Non, volte-face. Volte-face. Plutôt Benjamin Gates, l'explorateur. Ah, putain. Et voilà, pour finir, donc très bon film, même par curiosité, je veux dire, c'est un super film, et c'est vraiment un film qui parle donc effectivement de la drogue, plus ou moins, enfin même carrément, on voit vraiment de la drogue tout le long du film, mais c'est pas ambiance Transputing où genre à la fin du film t'es pas bien, limite t'es encore plus défoncé que les mecs, t'es là, tu te sens pas bien. Là, c'est un film quand même assez pétillant et il est coloré. Enfin, je veux dire, donc ouais, carrément, je le conseille à mort. C'est hyper intéressant. En plus, sachant que c'est une histoire qui a vraiment existé, c'est top, quoi. Voilà. Super. Bon merci. Avant d'oublier, n'oubliez pas, chers auditeurs, donc on vous demande aucun argent, rien, si ce n'est liker et partager la vidéo si vous avez aimé. Allez faire un tour sur la chaîne de Charlie et Bob aussi, ça vaut le coup. On va mettre tout ça en description de la vidéo, bien évidemment. Et aussi, si vous voulez poursuivre l'expérience avec nous, rejoignez-nous sur notre Facebook, sur notre Telegram. Nous sommes aussi présents sur Telegram pour un peu plus d'amplitude. Et sur Instagram aussi. Et sur Instagram on aussi. On le dit jamais, mais on est sur Instagram. C'est vrai qu'on est présent sur toutes ces plateformes, donc allez-y gaiement. Vous pouvez nous retrouver dans les liens en description. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Charlène de nous avoir fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. Yes, merci les gars, c'était trop cool, un super moment, j'ai kiffé. Ouais, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Retrouvez Charlie Bob, Charlie CHARLEYBOB sur YouTube. Ne manquez pas cette chaîne exceptionnellement sympathique.
Moi, je vous invite à nous revoir dans 2 semaines. Et n'oubliez pas que celui qui se fait bête se débarrasse de la douleur d'être un homme. Ah, Bravo. superbe citation, oui. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, Ciao. merci, bisous.